L'histoire commence avec une phrase redoutée par tous les fans de la mythologie noire: le dieu de la terre de la montagne de feu est vraiment un homme à détester. Ce personnage audacieux, à l'humour piquant et au caractère bien trempé, attire la haine de tous ceux qui le rencontrent. Sa malchance vient du fait qu'il va trop loin dans ses provocations. Non seulement il rencontre la petite sœur du petit enfant rouge, mais il ose défier l'autorité de sa mère, la puissante déesse Ferme-Point, en la ridiculisant. Il va même jusqu'à se moquer du père qu'elle vénérait autrefois, le roi taureau, avec une insolence totale. Ce comportement est une véritable déclaration de guerre, car qui oserait défier une famille aussi redoutable? Même si le petit enfant rouge, le fils de cette famille, parvient à rester calme et à ne pas dévoiler sa véritable forme, cet affront ne reste pas impuni. Bien que la situation semble sous contrôle, ce dieu de la terre se retrouve rapidement pris dans un piège qu'il ne peut échapper. Un tel acte de provocation ne peut que mener à la catastrophe. Quand bien même le petit enfant rouge maîtrise ses émotions et garde son apparence, ce dieu arrogant est déjà condamné à une fin tragique. Sous son apparence de guerrière implacable, le petit enfant rouge, avant de devenir la figure de rébellion qu'il est, possédait une douceur insoupçonnée. On la voit dans ses moments de tendresse avec sa petite sœur, une renarde fragile. Un jour, il joue à un jeu de cache-cache. Cependant, contrairement à ce qu'on pourrait imaginer d'un jeu innocent, ce jeu devient un terrain d'épreuve pour la petite sœur. Le petit enfant rouge, avec toute sa force, brise un rocher en quelques coups, révélant sa sœur cachée et la capturant en un instant. Mais contrairement à ce qu'on pourrait attendre d'un frère au tempérament colérique, il ne se moque pas d'elle, il ne la rabaisse pas. Au lieu de cela, il exprime une remarque pleine de compassion: « Maman t'a trop gâté ». Ce geste, bien que brutal, est en réalité un signe d'amour et de protection. C'est un frère qui veut voir sa sœur grandir et ne pas rester dans une bulle de douceur. Après cet incident, il l'emmène à l'écart, près d'une falaise, pour qu'ils puissent discuter en paix. Ce moment où il semble plus réfléchi et calme révèle une facette inattendue du petit enfant rouge, qui, en dehors de ses combats, cherche aussi à prendre soin des siens, même s'il reste distant et taciturne. Lors de leur moment de tranquillité sur la falaise, le petit enfant rouge révèle une autre facette de lui-même, sa puissance et sa beauté dans le combat. Il lance sa lance de feu dans l'air avec une légèreté qui semble presque magique. Au fur et à mesure qu'il la manie, des éclats de lumière jaillissent autour de lui, formant des motifs comme des fleurs dans l'air, transformant la falaise en une scène spectaculaire. C'est un instant d'une beauté rare, presque irréelle, où le petit frère s'illustre par son talent et sa maîtrise. Sa petite sœur, éblouie par la grâce et la force de son frère, l'applaudit avec enthousiasme. Elle se sent fière de lui et de la personne qu'il devient. Cependant, le petit enfant rouge, sans se départir de son air sérieux, lui pose une question qui la déstabilise profondément: qui est le plus fort, toi ou notre père? Cette question inattendue laisse la petite sœur sans voix, car elle n'a jamais envisagé une telle comparaison. Elle préfère détourner la conversation en lui offrant des dates, cherchant à alléger la tension qui vient de naître entre eux. Malgré l'apparente légèreté de cette tentative, on sent que le petit enfant rouge n'est pas dupe et semble porter une inquiétude cachée. Il laisse sa sœur discuter, mais derrière ces silences, il s'interroge sur la place de chacun dans cette famille. Ce moment tranquille est bientôt interrompu par une pensée sombre qui traverse l'esprit du petit enfant rouge. Il se tourne vers sa sœur et lui révèle une de ses craintes les plus profondes: il sait que la paix qu'elle souhaite n'est qu'une illusion. Loin de l'innocence de ses rêves d'enfance, il comprend que dans ce monde, il n'existe pas de véritable paix durable. Il lui explique: tu devrais voir le monde extérieur. Il n'y a pas de paix sans guerre, c'est juste un mensonge que l'on se raconte après avoir perdu. La petite sœur, prise de court, tente de répondre, mais avant qu'elle n'ait pu trouver ses mots, elle est frappée doucement à l'arrière du cou, perdant connaissance sous l'effet du coup. Ce geste brutal et silencieux montre l'intention du petit enfant rouge: il ne veut pas que sa sœur soit mêlée au danger qui s'annonce. Il la cache alors, pour la protéger. Ce geste de soin, bien qu'énigmatique, montre combien la tendresse du petit enfant rouge, aussi cachée soit-elle, est une véritable force qui le pousse à préserver ceux qu'il aime, même à travers des décisions difficiles. Grandir aux côtés de sa mère, la déesse Ferme-Point, loin du père qui, au début, ne voulait pas d'elle, a forgé le caractère du petit enfant rouge. Dès son plus jeune âge, il était hanté par des cauchemars récurrents. Dans ses rêves, il se voyait lutter contre des ennemis de plus en plus puissants. Chaque fois qu'il se réveillait de ses terreurs nocturnes, il allait directement retrouver sa mère, lui racontant ses visions de batailles épiques et de créatures fantastiques. Elle écoutait attentivement, toujours prête à le rassurer, et le félicitait même pour sa force imaginaire.
Ce soutien inébranlable de la part de sa mère l'a toujours conforté, lui donnant l'impression qu'il pouvait surmonter n'importe quelle épreuve. Mais les rêves ne s'arrêtaient pas là. Un autre rêve le plongeait dans une vision plus obscure, il se voyait adulte, armé de griffes géantes, éliminant des ennemis sans fin, jusqu'à ce qu'il soit épuisé. Et dans ces visions, des figures mystérieuses et silencieuses apparaissaient, se tenant dans les cieux, sans jamais intervenir. Ces présences invisibles qu'il observait sans bouger le hantaient, car il sentait qu'elles représentaient quelque chose de plus grand, d'inaccessible. Au fur et à mesure que ses rêves se multiplient, la déesse Fernepoint prend conscience de la signification de ses visions. Un jour, le petit enfant rouge rêve de sa propre mort, il se transforme en une fleur de lotus rouge, symbole de sa renaissance et de son sacrifice. Dans ce rêve, sa mère, après sa mort, cueille cette fleur et la serre contre elle, comme si son enfant n'était jamais parti. Mais cette idée, aussi réconfortante soit-elle, est une source de confusion pour le petit enfant rouge. Il se demande si sa mère accepterait de le refaire renaître après sa disparition, et s'il s'agit là de son destin. Cette vision préfigure une vérité douloureuse, le petit enfant rouge, depuis sa naissance, porte une malédiction en lui, une destinée qu'il peine à accepter, mais qu'il ne peut pas éviter. Finalement, le petit enfant rouge, tiraillé entre son affection pour sa famille et son désir de prendre en main son destin, décide de se révolter. Il comprend que la seule manière de se libérer de cette destinée est de se battre contre elle. Mais cette rébellion n'est pas simplement un acte de violence aveugle, c'est la quête d'une identité, la recherche de ce qu'il doit devenir pour se défaire des chaînes de son passé. Même si l'amour de sa mère et le respect de son père sont importants pour lui, il sait que pour survivre et avancer, il doit affronter ses démons intérieurs et faire face à un monde impitoyable. Chaque choix qu'il fait le rapproche de ce destin tragique qu'il a entrevu dans ses rêves, mais c'est aussi sa manière de se définir, d'imposer sa propre volonté face à une destinée écrite à l'avance.